Bienvenue sur la chaîne. Si tu es ici, ce n'est pas pour entendre des phrases creuses ou des résumés tièdes. Ici, on lit les livres jusqu'au bout, on les démonte, on les confronte au réel et on en extrait une valeur concrète. Une grille de lecture, des mécanismes, des leviers mentaux. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, fais un choix simple mais stratégique. Abonne-toi maintenant. Pas pour faire plaisir, pas par automatisme, mais parce que ce contenu long, dense, structuré, c'est un entraînement intellectuel. Et un entraînement ne marche que s'il devient régulier. Active la cloche et installe cette chaîne dans ton paysage. Ce que tu vas entendre n'est pas un divertissement, c'est un diagnostic. Le livre que l'on décrypte aujourd'hui s'intitule « Le dernier qui s'en va éteint la lumière, essai sur l'extinction ». Dès son titre, il ne promet ni consolation ni fable héroïque. Il annonce une question brutale. Et si notre espèce était en train de tester ses propres limites? Et surtout, sommes-nous capables, collectivement, de regarder cette possibilité sans détourner les yeux? Le point de départ du livre est simple, presque dérangeant par sa sobriété. L'extinction n'est plus une hypothèse abstraite réservée aux dinosaures ou aux civilisations lointaines. Elle est devenue une possibilité sérieuse pour l'humanité. Et ce qui frappe l'auteur, ce n'est pas seulement l'ampleur des menaces, mais la réaction globale, molle, fragmentée, parfois quasi indifférente. Là où l'on attendrait une mobilisation massive, coordonnée, radicale, on observe surtout de la communication, des demi-mesures et une capacité incroyable à continuer comme avant. Imagine un cockpit, une alarme retentit. L'avion perd de l'altitude, les capteurs sont formels. Et au lieu de corriger immédiatement la trajectoire, l'équipage débat. On discute du vocabulaire. Est-ce une perte ou une variation? On discute de la responsabilité. Est-ce la météo? Est-ce une erreur précédente? Et surtout, on discute d'un point absurde. Comment rendre cette alarme moins anxiogène pour ne pas perturber l'ambiance? Voilà exactement l'impression que ce livre installe. Il ne te fait pas juste peur. Il te montre que l'espèce, face à une alarme, cherche d'abord à se calmer, pas à corriger. Pourquoi? Parce que l'humain est un animal narratif, un animal qui vit de récits. Et quand un récit menace son confort mental, il ne le traite pas comme un problème technique. Il le traite comme une agression psychologique. Alors il se défend. Pas contre la menace, contre l'idée de la menace. Le livre te pousse à accepter une vérité froide, presque humiliant pour l'ego humain. Le futur ne nous doit rien. L'univers n'a pas signé un contrat de continuité avec nous. Le réel n'a aucune obligation morale envers l'espèce humaine. Il n'y a pas de clause de sécurité cosmique du type « l'humanité doit survivre parce qu'elle fait de la musique et de la philosophie ». Non, si notre trajectoire devient destructrice, le réel nous laissera nous détruire. Point. Et tu vois pourquoi ce livre est puissant. Il retire une béquille. Il retire l'idée que quelqu'un va gérer à notre place. Il retire l'idée qu'il y aura un sauveur automatique. Il retire l'idée que la technologie va forcément arriver in extremis au dernier moment, comme dans un film. Et ça fait mal, parce que ça te force à regarder le monde comme il est. Un système de contraintes, de limites, de causalité. Ensuite, le livre bascule sur un angle très concret, l'économie. Et là, il s'attaque à une illusion gigantesque. On a construit un modèle qui traite la base du monde réel comme gratuite. On vit comme si la planète était une sorte de service illimité, comme si les écosystèmes, le climat stable, la biodiversité, l'eau, les sols, l'air étaient un décor. Or, ce n'est pas un décor, c'est l'infrastructure. Le langage qui décrit cette illusion, c'est celui des externalités. En clair, quand un système produit des dégâts, mais que le coût n'est pas payé par celui qui les produit, alors le système a l'air rentable. Il a l'air performant, il a l'air efficace. Mais en réalité, il est en train de transférer la facture vers le futur, vers d'autres populations, vers le vivant. Et la mécanique est simple. Tant que la facture est invisible, on continue.
Pour rendre ça clair, prends une image. Imagine une entreprise qui affiche des profits énormes parce qu'elle ne paie pas ses factures. Elle ne paie pas l'électricité, elle ne paie pas l'eau, elle ne paie pas les salaires, elle ne paie pas l'entretien, elle reporte tout. Forcément, sur le papier, elle est performante. Mais ce n'est pas une performance, c'est une cavalerie. Eh bien, une partie de notre modèle mondial ressemble à ça, une cavalerie sur le réel. Et maintenant, le livre te met face à un autre obstacle. Notre cerveau n'est pas calibré pour les dangers lents, globaux, abstraits. L'extinction ne te saute pas dessus comme un prédateur. Elle avance par addition, par accumulation, par inertie. Elle ressemble à un glissement de terrain à l'échelle de décennies. Et le cerveau humain, lui, adore les menaces courtes, visibles, immédiates. Résultat, il minimise, il normalise, il s'habitue. Et là, un piège terrible apparaît, la normalisation de l'anormal. Le record devient le nouveau normal. L'exception devient l'habitude. Et comme ton seuil d'alarme se déplace en même temps que le problème, tu finis par vivre dans un monde dégradé en le trouvant normal. C'est une mécanique de suicide lent, parce qu'à chaque étape, tu acceptes un peu plus. Ajoute à ça la saturation. Chaque jour apporte son lot d'alertes. Et quand tout est alerte, plus rien ne l'est. Le cerveau se protège en réduisant l'intensité émotionnelle. Il met les tragédies dans une boîte bruit de fond. Mais l'extinction, elle, n'a pas besoin de te choquer chaque matin pour avancer. Elle avance même si tu t'habitues. Ajoute encore le divertissement permanent. Si l'information devient trop lourde, tu peux fuir. Tu peux anesthésier ton cerveau en 10 secondes. Ce n'est pas un jugement moral. C'est une réalité stratégique. Une espèce qui peut se distraire en permanence a plus de mal à soutenir une mobilisation longue. Et ensuite, le livre pose la question qui tue. Est-ce que notre espèce est outillée pour empêcher son extinction? Pas est-ce qu'on a des idées, pas est-ce qu'on a des technologies. Outillée, c'est-à-dire capable de s'organiser, de coopérer, de se limiter, de décider contre ses instincts court-termistes. À ce stade, tu comprends que ce livre n'est pas seulement un essai sur l'extinction. C'est un essai sur la maturité, un test de maturité civilisationnelle, parce que la technologie n'est pas une foi. C'est un outil, sans gouvernance, sans coordination, sans institution. Elle peut accélérer la destruction autant que la réparation. Le livre t'amène aussi sur le terrain du pouvoir. Même si une majorité veut agir, est-ce que la majorité décide réellement? Est-ce que le système politique est suffisamment sensible à l'intérêt général long terme? Ou est-ce qu'il est capturé par des intérêts qui gagnent dans le statu quo? Là, l'idée est simple. Une réaction molle peut être une mollesse structurelle. Pas juste les gens s'en fichent, mais les règles du jeu récompensent le retard. C'est ici que le décryptage devient plus utile. Si tu veux comprendre l'inaction, ne regarde pas seulement ce que les gens disent. Regarde ce qu'ils perdraient s'ils agissaient vraiment. Parce que la perte potentielle est un aimant à rationalisation. Le livre te montre ensuite qu'un sujet aussi grave n'allume pas automatiquement une mobilisation maximale. On confond très souvent information et transformation. Le monde moderne adore les alertes, les rapports, les conférences, mais déteste convertir un diagnostic en changement réel. L'auteur insiste alors sur un point décisif. Une civilisation peut accumuler des preuves sans jamais intégrer leurs conséquences. Tant que la logique de base reste inchangée, les ajustements restent cosmétiques. Et c'est précisément ce décalage entre savoir et agir qui rend l'extinction plausible. C'est ici que l'essai te force à distinguer adaptation et prévention. S'adapter permet de retarder, prévenir permet d'éviter. Mais prévenir exige de renoncer avant d'y être contraint, ce qui va à l'encontre de nos réflexes court-termistes. S'adapter, c'est ajuster après. Prévenir, c'est éviter le basculement. Mais prévenir demande une capacité rare, renoncer avant d'être forcé. Et c'est exactement là que le livre est un essai sur l'humain. Pourquoi est-ce si dur de renoncer? Parce que renoncer, dans la psyché moderne, ressemble à perdre.
Or, l'humain déteste perdre. Même quand perdre un peu est la condition pour ne pas tout perdre. Voilà le nœud. Alors, comment rendre ça audible, intéressant, vivant dans une vidéo longue? Tu dois ramener le sujet à l'échelle de la vie, parce que les gens comprennent mieux les mécanismes à petite échelle. Tu as déjà vécu des basculements, une santé qui se dégrade lentement puis qui lâche, une relation qui s'use doucement puis qui explose, une dette qui grossit puis qui écrase, une entreprise qui coupe l'entretien puis qui s'effondre. Ces histoires sont partout. Le livre te dit, l'extinction, c'est ce mécanisme, mais à l'échelle de la civilisation. Et maintenant, je vais ajouter un passage crucial, le rapport au sens. Une partie du blocage collectif vient du fait que l'on n'a pas une boussole de sens partagée. Dans un monde où chacun poursuit son intérêt immédiat, le sens devient privé. Et quand le sens devient privé, le collectif s'affaiblit. Or, éviter un risque existentiel exige un minimum de collectif. Le livre, en parlant de deuil, de mortalité, de finitude, cherche aussi à reposer la question « Qu'est-ce qui compte ?» Parce que tant que tu ne sais pas ce qui compte, tu remplis ta vie et ta civilisation de bruit. Et là, une phrase utile pour l'audience, ce livre te demande d'arrêter de vivre comme si tout était important, pour commencer à vivre comme si certaines choses étaient vitales. Vital. Le mot est important. Et maintenant, on va encore enrichir le script avec une structure de narration qui tient sur la longueur. Tu peux le raconter comme une progression en 3 niveaux. Niveau 1, l'alerte. On sait, on a des signaux, on a des rapports, on a des preuves. Niveau 2, l'inertie. On ne change pas à la hauteur. On se rassure, on optimise, on décore. Niveau 3, le test. Est-ce qu'on devient adulte? Est-ce qu'on change la logique? Est-ce qu'on protège la base? Et tu peux faire revenir ce motif tout au long de la vidéo. Alerte, inertie, test. Parce que l'audience retient mieux quand un motif revient. Maintenant, un autre point essentiel. L'auteur insiste sur le fait que le discours moral ne suffit pas. Il y a une naïveté dans beaucoup de discussions. Croire que si les gens étaient plus gentils, ça irait. Le livre te dit « Non, ce n'est pas une question de gentillesse, c'est une question de structure. Si un système rend la destruction rentable, alors la destruction se produit, même avec des gens bien. Si un système rend la protection rentable, alors la protection se produit, même avec des gens moyens. » C'est pour ça que l'auteur insiste sur la nécessité de sortir du romantisme. La survie ne dépend pas de nos intentions, elle dépend de nos règles. Et maintenant, je vais te donner un passage très utile pour une vidéo longue. Un passage sur la lucidité comme compétence. La lucidité, ce n'est pas savoir des faits. La lucidité, c'est voir les mécanismes. Voir les mécanismes, c'est repérer où le système transfère les coûts, où le discours remplace l'action, où la compétition bloque la coopération, où l'attention se dissipe, où la peur crée des rationalisations. Quand tu vois ces mécanismes, tu deviens plus difficile à anesthésier. Et c'est ça, au fond, le cadeau du livre. Ce n'est pas un plan. C'est une immunité contre les illusions. Et une immunité contre les illusions est peut-être la condition minimale pour éviter une trajectoire de chute. Maintenant, on va étendre encore la conclusion pour qu'elle soit digne d'une vidéo longue. Parce que tu ne termines pas un sujet comme ça avec une phrase. Tu termines avec une sortie qui laisse l'auditeur plus grand. Le dernier qui s'en va éteint la lumière, c'est une phrase qui peut se lire comme une menace. Mais tu peux aussi la lire comme une invitation à ne pas quitter la pièce, une invitation à comprendre ce qui allume la lumière, une invitation à devenir le gardien de la base. Et ça, c'est une posture puissante. Si tu es resté jusqu'ici, tu n'as pas juste regardé une vidéo, tu as pris le temps de soutenir une réflexion lourde, sans fuir, sans zapper, sans te réfugier dans le confort des réponses rapides. Et ça, aujourd'hui, c'est déjà une forme de lucidité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
On se retrouve très bientôt pour un autre livre, un autre démontage et une nouvelle couche de compréhension du réel. Souviens-toi simplement de cette idée centrale. La lumière ne s'éteint que si l'on quitte la pièce sans avoir compris ce qui l'allumait. Pour renforcer encore la continuité et densifier légèrement l'ensemble sans rompre l'équilibre, il est utile d'ajouter une dernière couche de réflexion qui agit comme une résonance finale plutôt qu'un simple ajout quantitatif. Ce livre, au fond, pose une question que très peu de sociétés acceptent de formuler clairement. Qu'est-ce qu'une réussite si elle détruit les conditions mêmes de sa répétition? Nous avons confondu la performance avec l'accélération, la croissance avec la santé, l'abondance avec la solidité. Or, l'histoire du vivant montre exactement l'inverse. Ce qui dure n'est pas ce qui croît le plus vite, mais ce qui s'ajuste le mieux à ses limites. L'humanité, dans ce récit, ressemble à une espèce brillante mais impatiente, capable d'inventions extraordinaires, mais lente à comprendre les conséquences systémiques de ses propres créations. Chaque solution technique résout un problème local, puis en crée un autre à une échelle plus large. Ce n'est pas un défaut moral, c'est un défaut de vision globale. Et tant que cette vision globale n'est pas intégrée dans les décisions, la répétition est inévitable. C'est pour cela que l'auteur ne parle jamais de catastrophe comme d'un événement isolé. Il parle d'un enchaînement, d'une suite logique de décisions prises séparément, mais cohérentes entre elles sur un seul point, préserver le confort immédiat. L'extinction, dans cette perspective, n'est pas un accident. C'est une conclusion possible d'un raisonnement collectif incomplet. Si ce texte insiste autant sur la lucidité, c'est parce que la lucidité est le seul point de départ commun à toutes les trajectoires alternatives. Sans lucidité, on improvise. Sans lucidité, on réagit. Sans lucidité, on répète. Avec la lucidité, on peut au moins choisir consciemment ce que l'on sacrifie et ce que l'on protège. Et c'est peut-être là le cœur le plus discret, mais le plus puissant du livre. Il ne cherche pas à te dire quoi penser, mais à t'obliger à penser plus loin que le réflexe, plus loin que le confort, plus loin que l'instant. Il te demande d'habiter pleinement le temps long, même si ce temps long est inconfortable, même s'il oblige à renoncer à certaines illusions. Dans un monde saturé de discours courts, ce type de réflexion agit comme une résistance. Une résistance au bruit, à la simplification, à la fuite permanente. Et cette résistance n'est pas spectaculaire, elle est lente, silencieuse, mais elle est structurante. Si ce livre a une ambition, ce n'est pas de prédire l'avenir, c'est de rendre le présent intelligible. Et rendre le présent intelligible, c'est déjà reprendre une part de contrôle sur la trajectoire. À partir de là, la question n'est plus seulement « allons-nous disparaître ?», mais « comment vivons-nous tant que nous sommes là ? Avec quelle conscience ? Avec quelle responsabilité ? Avec quelle capacité à transmettre autre chose qu'un champ de ruines ? Ce sont des questions lourdes, mais ce sont des questions adultes. Et une civilisation qui accepte de se poser des questions adultes augmente mécaniquement ses chances de durer. Ce texte ne te demande pas d'y répondre seul. Il te demande de ne plus faire semblant que la question n'existe pas. Si je prolonge ce script, ce n'est pas pour faire du volume. C'est pour faire ce que ce type de livre exige, installer une compréhension par couche, jusqu'à ce que l'auditeur cesse de voir l'extinction comme une idée lointaine et commence à la voir comme une conséquence possible d'un ensemble de réflexes humains répétés. Parce que l'essai, au fond, parle d'un phénomène simple, nous savons, mais nous ne basculons pas. Et comprendre pourquoi nous ne basculons pas, c'est déjà ouvrir la porte du basculement. Revenons à un point qui traverse tout le texte comme un fil invisible, la différence entre catastrophe et condition. La catastrophe est un événement spectaculaire. Elle crée une image, un choc, un avant et un après. La condition, elle, est silencieuse. Elle s'installe. Elle modifie le décor sans créer de scène. Et l'extinction, telle que l'essai la décrit, n'est pas d'abord une catastrophe. C'est une condition fabriquée progressivement par une somme d'actions normales.
C'est ça qui rend le sujet si dangereux. Le normal est la matière première de l'inhabitable. Dans la vie quotidienne, tu vois déjà cette mécanique. Tu vois des gens qui se fatiguent lentement, qui repoussent le repos, qui normalisent l'épuisement et qui finissent par tomber. Tu vois des couples qui acceptent des petites humiliations, des petites incohérences, des petites violences symboliques et qui un jour se retrouvent dans un état de rupture totale sans comprendre comment ils en sont arrivés là. Tu vois des entreprises qui rognent sur la qualité, l'entretien, la compétence et qui un jour s'effondrent alors qu'en réalité elles se dégradaient depuis longtemps. La civilisation est un système comme les autres. Elle se dégrade d'abord par petites concessions. C'est pourquoi l'essai insiste tant sur le long terme, non pas comme une posture morale, mais comme une compétence technique. L'auteur te pousse à comprendre que le long terme est un muscle. Si tu ne l'entraînes pas, tu ne le possèdes pas. Et notre époque, saturée de vitesse, d'instantanéité, de récompenses immédiates, a affaibli ce muscle. Regarde la manière dont les décisions sont prises. Beaucoup sont prises pour éviter un coup politique maintenant, même si ce coup reviendra multiplié plus tard. Beaucoup sont prises pour afficher une performance trimestrielle, même si la performance détruit la base. Beaucoup sont prises pour calmer une tension, même si cela nourrit la tension future. Et à chaque fois, l'argument est le même. On n'a pas le choix. Or, l'essai te force à voir que ce « pas le choix » est souvent une fuite. Une fuite devant une décision plus adulte. Accepter un coup maintenant pour éviter un coup létal après. Et là, l'essai te ramène à une idée fondamentale. La limitation volontaire n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de maturité. Dans la nature, une espèce qui se multiplie sans limite dans un environnement fini, finit par rencontrer une contrainte. Cette contrainte peut être la famine, la maladie, l'effondrement de l'écosystème local. La différence avec l'humain, c'est que nous avons la capacité cognitive de comprendre la contrainte avant qu'elle nous écrase. Mais cette capacité cognitive n'est utile que si elle se transforme en comportement collectif. L'essai montre que, pour le moment, cette transformation est incertaine. Et cette incertitude, l'auteur ne la masque pas par un optimisme automatique. Il n'écrit pas pour rassurer. Il écrit pour clarifier. Clarifier, c'est d'abord reconnaître nos biais. L'humain est un animal de rationalisation. Il a une capacité extraordinaire à se raconter une histoire logique après avoir agi sous impulsion. C'est vrai dans la vie privée, mais c'est aussi vrai dans la vie collective. Une société peut agir par inertie, puis produire un récit complexe qui justifie l'inertie. Elle peut dire « c'est compliqué, c'est géopolitique, c'est économique, c'est culturel, c'est impossible ». Et chaque mot devient une brique dans le mur de l'inaction. L'essai te pousse donc à démystifier ce mur. Oui, c'est complexe, mais la complexité n'interdit pas les choix structurants. Elle rend les choix structurants plus difficiles, plus coûteux, mais aussi plus nécessaires. Un exemple simple, si une maison a une fuite d'eau dans les fondations, tu peux passer des semaines à discuter de la meilleure peinture pour le salon. C'est complexe aussi, choisir une peinture. Il y a des marques, des couleurs, des finitions, des coûts, mais la peinture n'est pas la priorité. La fuite est la priorité. Le livre te demande de retrouver cette hiérarchie. Et cette hiérarchie, elle exige un courage spécifique, le courage de perdre des avantages. Parce que beaucoup de nos avantages actuels sont construits sur des coûts invisibles. Et rendre visibles ces coûts implique de payer quelque chose, soit en argent, soit en confort, soit en habitude, soit en vitesse, soit en illusion. C'est là que l'essai devient particulièrement utile. Il t'apprend à repérer les illusions comme des mécanismes, pas comme des erreurs individuelles. Par exemple, l'illusion de l'infini. La croissance infinie dans un monde fini est une contradiction mathématique, mais elle a été rendue psychologiquement acceptable parce qu'on a déplacé la notion de limite. On a fait comme si la limite n'existait pas, ou comme si la technologie supprimait la limite. Or, la technologie peut repousser des limites locales, mais elle ne supprime pas la finitude globale. Elle peut déplacer les contraintes, pas les abolir.
Une autre illusion est celle du sauvetage automatique. Beaucoup de gens vivent avec l'idée implicite que l'histoire se termine toujours bien, que l'humain trouve toujours une solution. C'est une croyance confortable, mais ce n'est pas une loi de la nature. L'histoire est remplie de sociétés qui n'ont pas trouvé de solution à temps. La différence, c'est que leur échec était local. Aujourd'hui, l'échec pourrait être global. Et c'est là que l'essai te fait ressentir une tension. Nous sommes très puissants techniquement, mais pas forcément puissants moralement, institutionnellement, psychologiquement. Nous avons augmenté la puissance plus vite que la maturité. Et quand la puissance dépasse la maturité, elle devient instable. Cette idée mérite une explication plus incarnée. Imagine un adolescent à qui tu donnerais la puissance d'un adulte sans lui donner la régulation émotionnelle d'un adulte. Tu obtiens de la violence, de l'impulsivité, des erreurs. Pas parce que l'adolescent est mauvais, mais parce que la puissance excède la régulation. Le livre te suggère que notre civilisation ressemble parfois à ça. Puissance énorme, régulation insuffisante. Et la régulation dans une société, ce ne sont pas des sermons. Ce sont des institutions, des incitations, des limites, des mécanismes de coordination. C'est la capacité à faire respecter le long terme contre le court terme. Or, notre monde récompense souvent le court terme. Les marchés récompensent souvent la performance rapide. Les médias récompensent l'émotion immédiate. Les réseaux sociaux récompensent la polarisation. La politique récompense la promesse visible. Tout est calibré pour l'instant. Donc même quand une société sait qu'elle devrait agir, elle n'a pas forcément les structures pour agir. L'essai te pousse alors à faire une opération mentale rare, séparer le jugement moral de l'analyse stratégique. Tu peux condamner, t'indigner, te sentir triste. Mais si tu veux augmenter les chances de survie, il faut analyser les systèmes comme des systèmes. Il faut regarder les boucles de rétroaction, il faut regarder les incitations, il faut regarder les verrous. Un verrou majeur est la compétition. Quand des acteurs sont en compétition, chacun a peur d'être le premier à ralentir. Même si ralentir serait rationnel collectivement, il peut être irrationnel individuellement dans un système concurrentiel. L'essai te fait sentir ce piège. Beaucoup de catastrophes sont des catastrophes de coordination. On ne meurt pas parce qu'on ne sait pas, on meurt parce qu'on ne coopère pas. Et pour coopérer, il faut une chose, la confiance. Or, notre époque est une époque où la confiance s'érode. La confiance dans les institutions, la confiance dans les experts, la confiance entre groupes, la confiance dans la parole. Une société sans confiance devient une société qui ne peut pas imposer des sacrifices communs. Elle devient un agrégat d'intérêts. Et dans un agrégat d'intérêts, l'action collective devient presque impossible. Alors l'essai te fait comprendre que le risque d'extinction n'est pas seulement un risque environnemental. C'est un risque politique, culturel, psychologique. C'est un risque systémique. Et à ce moment-là, une question surgit chez l'auditeur. D'accord, mais à quoi sert ce livre si on ne peut pas tout résoudre? Justement, il sert à sortir du fantasme du tout-rien. Beaucoup de gens pensent, soit on sauve tout, soit c'est inutile. Cette pensée est un piège, parce qu'elle pousse à l'inaction. Si tu ne peux pas tout résoudre, tu ne fais rien. Le livre te propose un autre mode mental, agir sur la trajectoire, réduire le risque, augmenter la stabilité, protéger des bases, même si tu ne garantis pas un futur parfait. C'est la même logique qu'un pilote en turbulence. Il ne contrôle pas la météo, il ne contrôle pas l'océan. Mais il contrôle sa trajectoire, il contrôle sa vitesse, il contrôle son altitude, il contrôle ses marges, et l'essai te pousse à penser en marge. Les marges, c'est la différence entre survivre et s'écraser. Une civilisation a besoin de marges, marges énergétiques, marges alimentaires, marges hydriques, marges sociales, marges institutionnelles. Quand tu vis en flux tendu, au maximum de ton exploitation, tu n'as plus de marge. Et sans marge, le moindre choc devient fatal. Donc l'un des messages profonds du livre est « La fragilité n'est pas seulement dans la menace, elle est dans l'absence de marge. »
et la modernité adore supprimer les marges pour optimiser le rendement. Tu vois l'ironie? On se rend efficace, mais on se rend fragile. D'où cette idée essentielle, l'efficacité n'est pas la même chose que la résilience. L'efficacité vise à produire plus avec moins. La résilience vise à encaisser des chocs sans s'effondrer. Une civilisation qui optimise uniquement l'efficacité peut devenir extrêmement performante et extrêmement vulnérable. Cette différence peut être illustrée simplement. Un athlète qui s'entraîne à la performance maximale peut être incapable d'encaisser une blessure. Un athlète qui s'entraîne aussi à la mobilité, à la récupération, à la prévention, peut perdre un peu de performance instantanée, mais gagner en longévité. L'essai te dit, l'humanité a privilégié la performance, pas la longévité. Et maintenant, on revient au titre parce que c'est une image de responsabilité. Le dernier qui s'en va éteint la lumière. Pourquoi cette image est si forte? Parce qu'elle décrit une situation banale, quitter une pièce. Et c'est justement ça le point. L'extinction, si elle arrive, pourrait être la conséquence d'une banalité répétée. Quitter la pièce, ne pas faire attention, ne pas regarder, partir avec l'idée que ça restera allumé. Le titre te force à sentir que la lumière n'est pas un acquis. Elle est une condition. Elle dépend d'une infrastructure, et l'infrastructure dépend de décisions. Dans ta vie personnelle, c'est pareil. Ton énergie mentale dépend de tes habitudes. Ton équilibre dépend de tes limites. Ta santé dépend de ton entretien. Tes relations dépendent de ton respect. Rien n'est automatique. Tout se maintient. L'essai t'invite donc à sortir d'une mentalité d'enfant gâté de la modernité. Une mentalité où l'on pense que la base est garantie, où l'on pense que le monde est un service, où l'on pense que la lumière est due. Or elle ne l'est pas. Et c'est là que la partie sur le deuil prend tout son sens. Le deuil n'est pas l'abandon. Le deuil est la fin de l'illusion. Le deuil, c'est accepter que certaines choses peuvent finir. Et paradoxalement, accepter que quelque chose peut finir te pousse à le protéger davantage. Quand tu refuses l'idée de fin, tu vis dans une négligence douce. Quand tu acceptes l'idée de fin, tu redonnes de la valeur. C'est pour ça que le livre, même sombre, peut être un livre de réveil. Un livre qui redonne de la gravité au réel. Un livre qui rappelle que vivre, c'est maintenir. Et maintenant, pour garder l'audience dans une vidéo longue, il est utile de reformuler le cœur de l'essai sous forme de 3 phrases nettes. Première phrase. Nous avons déplacé les coûts, donc nous avons cru être performants. Deuxième phrase. Nous avons optimisé l'instant, donc nous avons supprimé les marges. Troisième phrase. Nous avons augmenté la puissance plus vite que la maturité. Si tu comprends ces 3 phrases, tu comprends pourquoi l'extinction est possible. Et si tu veux transformer cette compréhension en action mentale, tu peux te poser 3 questions. Non pas comme un mantra, mais comme un outil. Question 1. Où est la base, ici? Qu'est-ce qui rend possible ce que je consomme, ce que je fais, ce que je crois acquis? Question 2. Qui paie le coût réel? Est-ce moi maintenant ou quelqu'un plus tard, ou quelqu'un ailleurs, ou le vivant? Question 3. Est-ce que cette trajectoire augmente les marges ou les réduit? Est-ce que ça rend le système plus résilient ou plus fragile? Ces questions, tu peux les appliquer partout. Et c'est là que ce livre devient plus qu'un essai. Il devient une boussole. Une boussole ne te donne pas le chemin exact. Elle te donne la direction. Et dans un monde où beaucoup de gens veulent juste être rassurés, une direction lucide est déjà un avantage énorme. Je termine donc en respectant ce que l'essai exige. Pas un optimisme de façade, pas un désespoir stérile, mais un appel clair à la lucidité. Si tu veux que ce genre de contenu existe et continue, abonne-toi, pas par gentillesse, par stratégie, parce que ton environnement mental te construit et ce que tu écoutes régulièrement devient ton langage intérieur. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. On se retrouve bientôt pour continuer à lire le réel à travers les meilleurs livres, sans décorations inutiles, sans illusions faciles, avec une seule obsession: comprendre mieux, décider mieux, durer.
Pour continuer sans casser la cohérence, on peut encore approfondir ce que l'essai suggère sans toujours l'énoncer. L'extinction n'est pas seulement une possibilité physique, c'est une possibilité organisationnelle. Une espèce peut avoir les connaissances, les capacités, les signaux d'alarme, et pourtant échouer à s'organiser au niveau requis. C'est une vérité qui dérange parce qu'elle retire une autre illusion très populaire, l'illusion que l'intelligence technique suffit. Dans l'imaginaire collectif, l'humanité est une sorte de héros qui trouve toujours une solution. Mais ce récit confond deux choses: trouver une solution locale à un problème local et maintenir une stabilité globale face à un problème systémique. L'histoire est pleine de solutions locales brillantes qui n'ont pas empêché des effondrements. Pourquoi? Parce que l'effondrement venait du système, pas d'un détail. Et l'essai te pousse à comprendre qu'un problème systémique ne se résout pas avec un correctif isolé. Il se résout en modifiant les règles de l'ensemble. On peut traduire ça très simplement. Si ton bateau prend l'eau parce qu'il y a un trou, tu colmates le trou. Mais si ton bateau prend l'eau parce qu'il est construit sur un modèle qui se fissure partout, colmater un trou ne suffit pas. Il faut revoir la structure. Et là, l'essai te force à regarder ce que notre époque a tendance à éviter. La structure. La structure, ce sont les mécanismes qui produisent les comportements, même quand personne ne veut ces comportements. C'est ce qui fait que des personnes raisonnables, individuellement, peuvent participer collectivement à une trajectoire absurde, parce que la structure les pousse, les récompense, les rassure, ou les punit s'ils refusent. D'où cette idée centrale. La responsabilité n'est pas seulement individuelle. Elle est aussi architecturale. Quand une société est structurée pour consommer, pour accélérer, pour produire, pour comparer, pour rivaliser, elle génère mécaniquement de la pression. Et cette pression se transforme en destruction. Non pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que la logique exige des sacrifices invisibles. Pour rendre ça vivant, tu peux évoquer une analogie simple. Imagine un escalator qui monte. Tout le monde est dessus. Certains veulent aller plus vite, mais l'escalator impose sa vitesse. Si tu veux descendre, tu dois marcher à contresens. Tu te fatigues, on te regarde comme bizarre, on te bouscule. Résultat, la plupart montent, même s'ils savent qu'en haut, il y a un mur. Voilà un système. Un système, c'est précisément ce qui rend le choix individuel difficile. L'essai te fait donc sentir un paradoxe. Pour éviter une catastrophe collective, il ne suffit pas d'avoir des individus conscients. Il faut avoir un environnement qui permet à la conscience de devenir action sans être écrasée. Et ça nous amène à une autre notion que l'essai frôle constamment, la fatigue morale. À force de recevoir des signaux d'alarme, beaucoup de gens développent une fatigue. Pas une fatigue physique, une fatigue morale. La sensation que, quoi qu'on fasse, c'est trop. La sensation qu'il y a trop de problèmes, trop d'injustices, trop de contradictions. Et cette fatigue est un danger stratégique parce qu'elle rend la mobilisation instable. Elle crée des cycles d'attention, un pic d'inquiétude, puis un retour au confort, puis un pic, puis un retour. Or, le long terme ne se gagne pas avec des pics. Il se gagne avec des trajectoires. Donc l'essai, sans le dire frontalement, te rappelle que l'humanité doit apprendre à soutenir une attention stable. Une attention qui ne dépend pas de l'émotion du moment. Une attention qui ressemble à une discipline. Et ici, un point important. Discipline ne veut pas dire rigidité. Discipline veut dire régularité. Une capacité à revenir au sujet, à la base. Même quand le monde t'attire ailleurs, tu peux dire à l'auditeur, le monde veut que tu passes d'un scandale à l'autre. Ce livre te demande de revenir à la condition. Maintenant, on peut approfondir la question des marges, parce que c'est un concept extrêmement utile pour rendre l'essai concret. Une marge, c'est ce qui te permet d'encaisser. Si tu as une marge financière, tu peux absorber un choc. Si tu vis à zéro marge,
Le moindre incident te casse. Si tu as une marge énergétique, tu peux fonctionner même si une source tombe. Si tu es dépendant à 100% d'une source, tu es vulnérable. Si tu as une marge psychologique, tu peux traverser une crise. Si tu es déjà saturé, tu exploses. Une civilisation, c'est pareil. Le problème, c'est que l'optimisation moderne adore réduire les marges. Elle adore le flux tendu. Elle adore rentabiliser chaque centimètre, chaque minute, chaque ressource. Et sur le papier, c'est efficace. Mais la réalité ne se comporte pas comme un papier. La réalité impose des chocs. Et sans marge, tu n'absorbes pas, tu casses. Donc l'essai peut se lire comme un plaidoyer pour une civilisation plus résiliente, moins optimisée. Et ça heurte un imaginaire. L'imaginaire où être moderne, c'est être efficace. Le livre te dit, être moderne, c'est être viable. Viable. C'est un mot que l'on devrait entendre plus souvent. Ensuite, l'essai ouvre implicitement un autre sujet, le rapport au futur. Nous traitons le futur comme un décor mental. Nous le remplissons de fantasmes, succès, progrès, innovation. Mais nous oublions de le traiter comme une réalité qui doit être construite par des contraintes. Le futur n'est pas garanti. Il n'existe que si le présent crée les conditions. Donc une manière utile d'expliquer l'essai est celle-ci. Ce livre te rappelle que le futur est un projet, pas une promesse. Et un projet, ça demande une gouvernance. Là, l'auditeur peut se dire « Ok, mais moi, à mon niveau, je fais quoi ?» Et c'est là que tu dois être intelligent dans le script. Tu ne dois pas mentir en donnant des recettes ridicules. Tu dois donner un levier réel, la clarté. Parce que l'essai te montre que la première étape, c'est de ne plus se mentir. Se mentir, c'est dire « c'est trop loin ». Se mentir, c'est dire « je ne peux rien ». Se mentir, c'est dire « ça se résoudra ». Se mentir, c'est dire « c'est juste un débat ». La clarté, c'est accepter. C'est une condition. Et à partir de la clarté, tu peux faire 3 choses qui sont réellement possibles. Première chose, choisir ton environnement mental. Parce que si tu nourris ton cerveau uniquement de distractions, tu perds le muscle du long terme. Et le livre exige ce muscle. Deuxième chose, choisir tes alliances. Dans ta vie, dans ton travail, dans tes projets. Approcher les personnes qui sont capables de long terme, capables de cohérence, capables de vérité. Éviter les personnes qui vivent dans le déni, la posture, l'excitation permanente. Troisième chose, construire des marges physiques, financières, mentales, relationnelles. Une marge est une forme de résistance à l'effondrement. Ce ne sont pas des solutions globales, mais ce sont des comportements qui rendent un individu plus viable, et une société est composée d'individus. Maintenant, l'essai te pousse aussi à un autre niveau, la responsabilité de transmission. Même si l'avenir est incertain, il existe une question simple. Qu'est-ce que tu transmets ? Tu peux transmettre un récit anesthésiant, ou tu peux transmettre une lucidité. Tu peux transmettre la fuite, ou tu peux transmettre la cohérence. Tu peux transmettre la consommation, ou tu peux transmettre le soin de la base. L'essai, en parlant d'extinction, parle aussi de ce choix. Est-ce qu'on laisse derrière soi une lumière éteinte, ou est-ce qu'on comprend ce qui l'allumait ? Et c'est là que le titre prend une dimension presque morale, mais une morale adulte. Non pas « sois gentil », mais « ne détruis pas la base ». Ce message est tellement simple qu'il paraît évident. Mais précisément, le monde moderne a rendu l'évident difficile à tenir. C'est pour cela que ce genre de livre est important. Il te redonne l'évidence. Et plus tu tiens l'évidence, plus tu deviens difficile à manipuler. Parce que beaucoup de manipulations reposent sur une chose, te faire oublier la base, te faire regarder le sommet, te faire regarder le spectacle, te faire regarder la polémique, te faire regarder le décor. Et pendant que tu regardes, la base se dégrade. Le livre te réapprend à regarder en dessous. Alors oui, c'est parfois lourd. Oui, c'est parfois inconfortable. Mais c'est aussi une forme de liberté. La liberté de ne plus vivre dans le film. Et c'est ce que tu dois laisser à l'auditeur. Ce livre ne t'enferme pas, il t'ouvre les yeux.
Et si tu veux continuer à ouvrir les yeux, tu sais quoi faire. Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo à une personne dans ton entourage qui a besoin d'ouvrir les yeux sur ces mécanismes. Plus on sera nombreux à fonctionner avec ce niveau de clarté, moins on sera manipulable, moins on sera surpris et plus on pourra utiliser la nature humaine comme un terrain de jeu stratégique, pas comme une prison invisible.